Kara Kopetsky, 17 ans. Jessica Runions, 21 ans. Deux jeunes femmes pleines de vie, de rêves, épanouies et heureuses dans leur vie respective. Deux destins qui n'auraient jamais dû être similaires si la police avait fait son travail. Pourtant, celui qui brisa leur vie parlait et assumait pleinement ses actes. La carence du système judiciaire et policier américain a-t-elle fait de nouvelles victimes? À vous d'en juger. Cette affaire débute en 2006 dans la petite ville de Belton, dans l'état du Missouri. Un coin vert et sympathique où il fait bon vivre, juste à côté de Kansas City. Belton est une ville d'environ 23 000 âmes. Elle a eu quelques résidents célèbres, comme Emmett Dalton du gang de braqueurs des frères Dalton, et aussi Harry Truman, le 33e président des États-Unis. Ces images sont les dernières images de Kara Kopetsky avant sa disparition. Bonjour à tous, je suis SH, soyez les bienvenus sur la chaîne. Le dossier du jour va nous questionner et mettre en avant les carences d'un système qui, s'il avait été efficace, aurait pu peut-être éviter la disparition de deux jeunes filles qui avaient l'avenir devant elles. Si la vidéo vous plaît, un maximum de pouces bleus pour le partage. Installez-vous confortablement et c'est parti pour cette nouvelle et sordide histoire de crime. Kara a 17 ans. C'est la fille de Mike et Rhonda Beckford. Elle a un demi-frère, Thomas, âgé de 8 ans. Ses proches la décrivent comme une rebelle. Elle est plutôt cool au point de fumer des cigarettes pendant les cours de cuisine au lycée. Je ne vous recommande pas de faire la même chose. Mais en réalité, elle est en pleine crise d'adolescence. Au final, tout le monde s'accorde à dire que c'est une jeune fille drôle et adorable. À cette époque, Kara travaille dans un fast-food, Popeyes à Belton. Popeyes est l'équivalent de KFC aux États-Unis. Depuis 2006, Kara entretient une relation compliquée avec un garçon de 18 ans, dont le nom est Kyler Yost. En un an de relation, tout n'a pas été rose. Ils ont rompu puis se sont remis ensemble à plusieurs reprises. Kara en a assez et veut passer à autre chose, et je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. La seule problématique de ce changement, c'est Kyler, qui lui, ne l'entend pas de cette oreille. Kyler est un garçon assez particulier. Passionné de musique, il joue dans un groupe de death metal qui s'appelle Seraphim. J'ai retrouvé le lien MySpace du groupe que je mettrai en description pour les plus curieux. Leur musique n'est pas à mettre entre toutes les mains, et au vu des paroles assez crues, elle est plutôt réservée aux initiés de ce type de musique. Kyler prenait vraiment très mal la décision de Kara de mettre fin à leur relation. Leur relation devenait toxique et dangereuse. Le 21 avril 2007, Kara est chez une amie, Amy Clark. Kyler décide de débarquer en trombe chez celle-ci et insiste pour parler à Kara. Elle part avec Kyler dans son véhicule et revient 45 minutes plus tard. Là, elle présente une lèvre enflée et des marques rouges sur le cou. Kyler continue d'appeler Kara à plusieurs reprises mais elle ne décroche plus et ne veut plus de contact avec lui. Alors que Kara quittait son travail chez Popeyes le soir du 28 avril 2007, la violence va monter d'un cran. Kyler l'attendait sur le parking et l'a forcé à monter dans sa voiture. Il roulait ensuite autour de la ville avec dans la main gauche son volant et dans la droite un bon gros couteau de chasse qu'il appliquait contre la gorge de Kara. Il la menace et menace la vie de ses parents si elle refuse de se remettre avec lui. Kyler retrouve finalement son calme au bout d'une vingtaine de minutes en voyant à quel point Kara est dans un état de panique extrême et la laisse sortir de la voiture. Après avoir raconté son kidnapping à sa mère Kate, les deux femmes se rendent au poste de police de Belton pour dénoncer les faits. 2 jours plus tard, le 30 avril, Rhonda, la mère de Kara, demande et obtient une ordonnance de protection de la cour du Missouri contre Kyler Yost. Après ça, vous le savez, il était censé ne plus approcher Kara et la laisser tranquille. Mais ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Élément important, cette ordonnance a été notifiée à Kyler Yost le 1er mai. Nous sommes le 4 mai 2007, il est 9h20 du matin au lycée Belton, où on peut d'ailleurs apercevoir Kara sur les images de vidéosurveillance. À cette heure-là, elle quitte son école, ce qui est assez étrange car les cours venaient seulement de commencer. Ce sont les dernières images de Kara. Après ça, elle disparaît totalement. Elle ne se présente pas à son travail au fast-food ce soir-là, et elle ne rentre pas chez elle non plus. Sa copine, Amy, sait que ce n'est pas dans les habitudes de Kara de ne pas donner de nouvelles. Elle essaye de la joindre par téléphone et par message toute la journée, mais aucune réponse de Kara. Amy décide de se rendre à 17h au poste de police de Belton et signale sa disparition. La police ne prend pas la déclaration de Amy immédiatement au sérieux. Les policiers lui expliquent qu'à 17 ans, ça peut être une fugue, ou alors qu'elle est avec des amis, voire des amis que sa famille et elle-même ne connaît pas. La police prend contact avec Kate, la mère de Kara. Elle comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Kate entreprend alors des recherches. Mais bien sûr, personne ne sait où se trouve Kara. Les amis de Kara et la communauté locale se mobilisent alors pour tenter de retrouver sa trace. Le plus étonnant, c'est qu'elle avait un chèque de paye à encaisser avant le 9 mai et elle ne le fait pas. Kate décide alors de retourner voir la police.
Ça fait 5 jours que personne n'a eu de signe de vie de Kara. Les enquêteurs se décident enfin à agir, et je vous laisse deviner qui est la première personne qu'ils vont voir. Ce bon vieux Kyler, qui leur déclare sans pression que le 3 mai, il a enfreint l'ordonnance de restriction, qu'il l'a appelé et qu'ils se sont vus l'après-midi du 3 mai, et qu'après s'être vus, ils se sont même appelés le soir. Il déclare même qu'ils se sont disputés, car elle lui avait dit qu'elle avait un ami qui allait venir la voir à Belton, et qu'elle allait passer du temps avec lui. Ça sent un petit peu l'histoire préparée. Et il continue dans les détails en disant à la police que le matin du 4 mai vers 11h, Kara a essayé de l'appeler et qu'il a raté l'appel. Bien sûr, il a tenté de la rappeler, mais il n'a jamais eu de réponse. Mais cette déclaration est en partie fausse. Quand les policiers procèdent à l'exploitation des relevés téléphoniques, ils constatent effectivement que le matin du 4 mai, Kara et Kyler Yost se sont bien téléphonés. Mais 2 heures plus tôt, aux environs de 9h, juste un peu avant qu'elle quitte le lycée de Belton. Kyler est d'ailleurs très coopératif et accepte même des interviews télé. Quel charmant garçon. The cops have said you've been very cooperative. I have been because I don't know anything about where she is or about what happened. I wish I did. Did you threaten to slit her throat? No. Didn't. What happened? That didn't happen that night. That was before. They said that I was a suspect because of prior happenings, not because of anything that would point to me having anything to do with her disappearing now. Le 1er juin 2007, soit un mois après la disparition de Kara, la police se décide à élargir ses investigations. Les enquêteurs fouillent le casier de Kara au lycée. Ils y découvrent sa carte de crédit et dans la foulée, constatent qu'il n'y a aucun mouvement financier sur son compte bancaire. Et après, plus rien. Les années commencent à s'écouler et la police ne semble pas s'émouvoir de la situation. Pourtant, fait incroyable. 3 personnes différentes se sont manifestées auprès des policiers pour leur dire que Kyler était sûrement le meurtrier de Kara, car il leur avait confessé les faits. Et oui, le gentil Kyler. Enfin, pas si gentil que ça. Mais apparemment, ça n'a pas fait avancer l'enquête. Malgré ces 3 témoignages, rien ne bouge. C'est incroyable. En avril 2010, soit 3 ans après la disparition de Kara, un des membres du groupe de rock Seraphim contacte la police. Il s'agit de Nick Yates. C'est un proche de Kyler. Et il leur apprend qu'en 2009, à la suite d'une soirée très arrosée, Kyler, complètement en déprime, lui aurait avoué avoir tué Kara, pour la simple et bonne raison qu'il ne voulait qu'aucun autre homme ne l'ait. Et Yates n'est pas la seule personne à qui Kyler Yost a avoué son crime. En effet, 9 mois plus tard, en janvier 2011, c'est une femme qui contacte la police pour leur dire que Kyler est l'auteur du meurtre. Cette fois, il s'agit de Caitlin Ferris, sa petite amie du moment. D'ailleurs, il en dira un peu plus à Caitlin qu'à Yates. Il lui détaillera la scène en lui disant qu'il a vu Kara pousser son dernier souffle et qu'ensuite il avait abandonné son corps dans les bois. La police décide alors de demander l'appui du FBI afin de faire porter un micro à Caitlin et également mettre une caméra cachée dans sa voiture. Le but de l'opération, arriver à piéger Kyler et lui faire avouer le meurtre. Mais l'enregistrement du FBI est plutôt étrange. Oh my god. Just like felt her hand on my shoulder and I heard she didn't say anything. It was just like her voice. Like she just just like or something. Like she just said just made a noise. It was her voice. I promise I will come back and see you, Clara. Because I killed her and left her out in the wilderness alone. What? For her spirit just to roam the forest. This really turns you on that I killed a girl, huh? It doesn't really turn me on. Yeah, well you're saying all that bullshit there. I know. Just because you're trying to get me to confess. No. Yeah. No. Le jour de la vidéo, Caitlin et Tyler viennent de passer la journée en voiture à faire le tour de Kansas City. Et finalement, il a indiqué la route pour se rendre où le corps de Kara était censé se trouver. Pour continuer dans son délire, Kyler a apporté une planche de Ouija pour communiquer avec Kara. Kyler a un doute et ne dira rien confirmant le meurtre. 6 mois plus tard, un autre témoin contactera la police pour dénoncer la même chose. Et enfin, Kyler sera arrêté. Mais pas pour ce que vous pensez. En août 2011, Candice Matthews était la petite amie officielle de Kyler. Elle était enceinte de lui et a appelé la police car il l'avait frappée et essayé de la tuer en l'étranglant. La même façon dont il avait avoué avoir tué Kara aux 3 témoins qui ont contacté la police. Candice Matthews dira aux agents qu'il est fou, jaloux et se vante de déjà avoir tué une de ses petites amies. Il lui a même dit qu'il n'hésiterait pas à lui faire la même chose. Il a également tué les chatons de Candice en leur brisant la nuque pour l'un et en noyant les autres devant elle. Kyler est arrêté et plaide coupable. Et tout ça ne fait que renforcer le sentiment de la famille de Kara sur son implication dans sa disparition. Ce qui est fou, c'est que 7 personnes différentes qui ne se connaissaient pas
diront à la police que Kyler leur avait avoué qu'il avait assassiné Kara. En novembre 2011, Kyler est à nouveau arrêté, et toujours pas pour le meurtre de Kara, mais pour avoir volé dans un salon de tatouage, le Lucky Lady Tattoo, où il était en formation. Finalement, l'agression de sa compagne, les chats, le vol, tout ça ne sera pas traité par la justice, car en février 2012, 5 ans après la disparition de Kara Kopetsky, il est emprisonné pour une peine de 4 ans suite à du trafic de drogue. À cette période, les recherches pour retrouver Kara sont toujours en cours. En 2015, Kyler sera interrogé par le FBI en prison et gardera le silence sur la disparition de Kara. Il est libéré en février 2016 et une nouvelle femme va disparaître. Nous sommes le 8 septembre 2016. Une fête est organisée à Riverview, juste à côté de Kansas City, tout proche de Belton. À cette fête se trouvait une jolie jeune femme de 21 ans qui croquait la vie à pleines dents. Jessica Runions, mais elle n'était pas seule. Kyler Yost était là aussi. L'organisateur de la fête est un ami de Jessica qu'elle connaît depuis peu, et étrangement elle avait insisté pour que Kyler Yost vienne à la fête également. Il faut que vous sachiez que Jessica était la compagne d'un ami d'enfance de Kyler, et cet ami n'était pas là ce soir-là. Bizarrement, cette nuit-là, Jessica et Kyler passaient pas mal de temps ensemble et quittaient la fête ensemble. Le lendemain, soit le 9 septembre, Jessica était supposée retrouver sa mère pour un rendez-vous chez le médecin, mais elle n'est jamais venue. La famille de Jessica signale immédiatement sa disparition et l'enquête commence. Les premiers éléments confirment aux enquêteurs que Jessica a été vue quittant la fête avec Kyler aux alentours de 23h, à bord de la voiture de Jessica, et à partir de là, personne ne les avait revus. Les témoins présents à la soirée ont déclaré que Kyler avait bu comme un trou et était agressif avec tout le monde. Ils ont aussi signalé qu'il avait un comportement jaloux et possessif envers Jessica. Pourtant, si je ne me trompe pas, Jessica a déjà un petit ami. Le 10 septembre, aux alentours de 1h40 du matin, soit moins de 24 heures après que la disparition de Jessica ait été signalée à la police, les pompiers de Kansas City sont appelés pour un feu de véhicule. Les policiers rendus sur place constatent qu'il s'agit de la voiture de Jessica Runions. La voiture était là, devant eux, complètement carbonisée. Le même jour, quelques heures après que la voiture de Jessica ait été découverte, détruite par le feu, un homme contactait la police et ce n'est pas n'importe qui. C'est le demi-frère de Kyler, Jessup Carter. Et une nouvelle fois, nous avions un nouveau témoin des agissements de Yost. Jessup Carter déclara à la police qu'il était là quand Kyler a mis le feu à la voiture de Jessica Runions. Et plus important, il leur dit que Kyler lui a avoué avoir étranglé Jessica Runions jusqu'à la mort avant de se débarrasser de son corps dans les bois. Il leur indique que lors de l'incendie de la voiture, Kyler s'est brûlé. Alors il l'a emmené chez lui pour lui prodiguer les premiers soins. C'est à ce moment qu'il a décidé de contacter la police. Do you have anything to say to those folks, to the family of Cara or Jessica? We just want Cara and Jessica, we want those families to have some justice served. And if he's found to be guilty, we want them to be, we just want them to feel better and that he's finally put away. Le lendemain, la police se rend au mobil-home de Jessup, qui vit dans un camping. Ils arrêtent Kyler pour l'incendie volontaire de la voiture de Jessica. Bien sûr, il n'y a aucune trace d'elle, et comme à son habitude, Yost reste muet. Par contre, Jessup Carter n'a pas menti. Il présente bien des traces de brûlures sur le visage et sur les mains. C'est détendu qu'il répondra aux journalistes avant d'être présenté devant un juge. I have no idea, sir. What happened to your face? Did you get burned? What happened to your face? Did you kill Jessica? Did you? No answer? Arrogant pour un garçon dans sa position. Plusieurs mois vont s'écouler, et finalement c'est en avril 2017 qu'un cueilleur de champignons qui cherchait des cèpes dans les bois de Cass, dans le Missouri, comté voisin de Belton, trouve ce qui pourrait être des restes humains. Il contacte immédiatement la police. Sur place, la police retrouve juste à proximité des premiers restes, d'autres restes humains encore plus anciens. Après identification, il est démontré que ces restes sont ceux de Jessica Runions et Kara Kopetsky. Ils les avaient jetés l'une à côté de l'autre. Kyler est inculpé des 2 meurtres le 5 octobre 2017. Quand on pose que depuis plus de 10 ans, il ne faisait que parler du meurtre de Kara, celui de Jessica aurait pu être évité. Le chef de la police a évoqué le besoin d'avoir des preuves solides pour porter les accusations, car si les éléments ne sont pas assez caractérisés, le risque de ne pas réussir à confondre le meurtrier est important.
La parole, selon la police, n'est pas une preuve suffisante, ce qui peut se comprendre, mais 7 personnes qui étaient au courant des mêmes faits et qui les avaient toutes rapportées à la police. Un autre événement va survenir et mettre la justice en difficulté. Vous savez Jessup, le demi-frère de Kyler, celui qui a été témoin de l'incendie du véhicule de Jessica et à qui Kyler aurait avoué son meurtre. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un témoin clé du procès à venir. Mais Jessup ne viendra jamais témoigner. Jessup s'est retrouvé en prison en 2018 pour avoir incendié volontairement la maison de son oncle à Kansas City. Et pour ne rien arranger, il est tombé dans une consommation de méthamphétamine, drogue qui ravage les classes pauvres aux États-Unis. Le 19 septembre 2018, Jessup Carter est retrouvé mort dans sa cellule. Il sera déterminé qu'il s'est suicidé. De son côté, Kyler ne va pas bien. Ses avocats déposent une demande d'évaluation mentale pour lui éviter le procès. Et après une première évaluation, le médecin de l'État du Missouri déclare qu'il est tout à fait en état d'être jugé. Ses avocats demandent un deuxième avis et le juge ordonne une nouvelle évaluation dans les 60 jours, ce qui repousse le début du procès. Finalement, les avocats de Youst retirent leur requête en échange d'un traitement médicamenteux contre l'anxiété et la dépression. Toujours dans le but de retarder le procès, les avocats de Youst demandent des expertises ADN sur les restes de Kara et Jessica. Toutes ces requêtes ont compliqué le travail de l'accusation. Enfin, le 5 avril 2021, le procès de Kyler Hughes s'ouvre devant la cour du Minnesota. La mère de Kara, Rhonda Beckford, témoignera et confirmera la relation chaotique de Kyler et Kara. Des amis et des connaissances de Kara et Kyler déclareront à la barre qu'il était violent avec Kara et qu'il a dit à plusieurs d'entre eux qu'il était son meurtrier. Ils seront exactement 7 à déclarer que Kyler leur a avoué le meurtre de Kara. Ces 7 témoins avaient déjà contacté la police avant le meurtre de Jessica Runyons. La vidéo du FBI sera diffusée dans la salle d'audience et les avocats de la défense diront que Kyler tentait d'impressionner Kathleen Ferris en lui disant qu'il avait tué Kara. Le 8 avril, ce sont les proches de Jessica Runyons qui commencent à défiler à la barre. Jackson Mallet, le petit ami de Jessica au moment de sa mort, prend la parole. Il dit qu'il a coupé le contact avec Youst lorsqu'il a découvert que Jessica et lui avaient des relations intimes et qu'elle le trompait. Il déclarera qu'avant sa disparition, ils essayaient d'arranger les choses avec Jessica et qu'ils ne savaient pas qu'elle était encore en contact avec Youst. Le 14 avril 2021, soit 9 jours après le début du procès, c'est à Youst de passer à la barre. D'abord interrogé sur la disparition de Kara, il déclare qu'elle lui avait demandé de venir la chercher au lycée le 4 mai 2007. Il s'est rendu sur place avec son frère Jessup et il dit qu'ensuite, il a laissé Kara et Jessup ensemble à son mobil-home cet après-midi-là et qu'il n'a jamais revu Kara Kopetsky. Ensuite, il est interrogé sur sa relation avec Jessica Runyons. Il explique avoir rencontré Jessica par l'intermédiaire de Jackson Mallet à sa sortie de prison début 2016. Il déclare qu'il n'avait pas prévu ce qui allait se passer entre Jessica et lui, mais qu'il a fini par céder à ses avances car il avait besoin d'affection. Il dit même que Jessica jouait avec les sentiments de Jackson et les siens. Interrogé sur la nuit de la disparition de Jessica, il déclare que Jessica l'a ramené chez son grand-père pour dormir car il était ivre. Il se souvient que Jessup s'est présenté devant la maison et qu'il est parti avec Jessica. Une nouvelle fois, Youst essaye de réorienter les soupçons sur son demi-frère Jessup Carter. C'est le 15 avril 2021 que le verdict tombe. Kyler Youst est reconnu coupable de la mort de Kara Kopetsky et Jessica Runyons. Bizarrement, il est condamné pour meurtre au 2e degré dans le cas de Jessica, les éléments étant trop maigres. Il écope de la prison à vie pour le meurtre de Kara et de 15 ans pour celui de Jessica. Ce dossier a rapproché les familles de Kara et Jessica qui ont fait front ensemble dans cette difficile épreuve. Les deux mamans sont satisfaites du verdict de la justice et continuent à se soutenir mutuellement encore aujourd'hui. Un hommage est rendu à Kara et Jessica sur le lieu de découverte de leurs restes pour ne pas les oublier. Et si la police avait mis les moyens nécessaires dès la première dénonciation, je pense que Jessica Runyons serait toujours en vie. Dans ce dossier, on constate de nombreux dysfonctionnements qui ont mené à la disparition de 2 jeunes filles qui avaient l'avenir devant elles. Bien sûr, Kara n'a pas respecté l'ordonnance de protection et a vu Kyler en secret, mais je ne pense pas qu'elle s'attendait à y laisser la vie. Selon vous, est-ce que ce drame aurait pu être évité? Dites-le moi dans les commentaires. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous servir du petit onglet mis à disposition par YouTube juste sous la vidéo
Merci, ça permettra d'améliorer la qualité des vidéos. C'était SH, prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. Bye bye.